Fatima, est-ce que ça va toujours? Très bien. Bon, parfait. Avant qu'on parle manga avec toi, je rappelle que ton livre Comme Ali est disponible depuis le 26 mars aux éditions Diable Vauvert. Si ça te dit, je fais le pitch très rapide, vraiment très condensé. Et après on en parle? Ouais. Ok, j'espère que ça te plaira le pitch. C'est lui qui l'a écrit. Oh la pression, j'ai une pression incroyable. Donc du coup, on suit Ali, qui est un enfant de 9 ans et qui comprend pas pourquoi on le traite différemment par rapport à sa religion. Et un soir, après la mort de Naël, il décide d'aller rallumer un feu que les pompiers essayent d'éteindre. Et c'est là que son parcours de vie va changer. J'ai résumé ultra... Très bien. Ah ouais, bon, bah ça va. Parfaitement bien résumé. Je vais valider. Ça va, merci beaucoup. Du coup, la question la plus évidente, c'est t'as commencé à écrire après ce qui s'est passé pour Naël? Ah oui, carrément. Ouais, on m'avait demandé à l'époque de venir sur scène à Arles pour présenter une histoire, raconter une histoire. C'était donc en juillet 2023 et je devais présenter une histoire écologiste. On m'a dit voilà un truc écolo qui te parle, la biodiversité, l'environnement, etc. Et la personne qui m'avait contacté, qui m'avait sollicité, et qui donc me parlait d'écologie et de dauphins et de baleines, etc. À cette personne, j'ai répondu mais les Arabes font aussi partie de la biodiversité. Il se trouve qu'il y en a un très jeune, adolescent, qui a été exécuté par la police et que voilà, s'en sont suivies des révoltes populaires, que ça a brûlé dans les banlieues, brûlé de colère, de tristesse, de camaraderie aussi entre des gosses en fait qui acceptent pas ce qui s'est passé. Ben moi, j'aimerais parler de ça. Alors, c'est pas l'écologie classique, mais voilà, ça fait partie du vivant. Ces jeunes-là, ils font aussi partie du vivant. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Il se trouve que alors, le commissariat dont tu parles, là, qui a pris feu et que cherche à rallumer le gosse, c'est le commissariat juste en bas de chez moi en fait, parce que moi j'habite au-dessus et donc c'est réel quoi. Je veux dire, quand il y a eu ces émeutes en juillet 2023, le commissariat de Bagnolet a été incendié au cri de « c'est pour toi Naël ». Donc ça c'est la réalité. Ensuite il y a toute la partie fantastique que tu suggérais. Ouais. Alors moi pour l'avoir lu, il y a des choses qui sont vraiment très très fortes et moi, n'étant pas ni arabe ni musulman, il y a des choses dont moi je ne peux pas expliquer. Mais il y a des choses qui m'ont énormément touché. Tu vois, quand tu as cette phrase d'un enfant de 9 ans qui dit alors attends, je l'ai noté pour la dire comme tu l'as écrite. Des screenshots, les Arabes ne sont jamais des enfants. Les Arabes sont des Arabes. Il y a quelque chose, et tu vois, encore une fois, moi je te dis, il y a quelque chose que moi je ne peux pas comprendre. Et c'est très important dans ce livre, c'est la perception des musulmans et en particulier des Arabes. Dans ce livre, à quel point c'est autobiographique, en fait, ce que tu as écrit? Oui, à quel point c'est biographique tout court, même pas que auto, ça concerne, oui, je crois, tous les Arabes et tous les musulmans qui vivent en France, toutes les personnes non blanches, racisées qui vivent en France, en fait, qui ne sont pas traitées lorsqu'elles sont enfants, ces personnes, comme des enfants. Typiquement, Naël Merzouk, lorsqu'il a été donc abattu d'une balle dans le thorax par un policier, les heures qui ont suivi, même les jours qui ont suivi, il n'a pas été traité comme un enfant, comme un adolescent. Il a été traité comme un délinquant, comme un jeune homme. Par exemple, les premiers jours, on a parlé d'un jeune homme, mais il avait 16-17 ans. C'est pas un jeune homme, c'est un gosse. Et ça fait partie de alors ce que j'appelle moi la désenfantisation, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont pas considérés comme des enfants. Et c'est ça qui fait dire à Ali, voilà, les Arabes sont jamais considérés comme des enfants, les Arabes, ce sont des Arabes. Alors, il en joue, lui. Parce qu'il dit, alors, il a 9 ans, mais il fait croire qu'il a 10 ans. Il y a des moments où il veut faire le bonhomme. Il y a des moments où il fait l'enfant, il cherche sa mère. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très ambigu chez lui. Mais oui, ça, c'est la réalité française, en fait, du traitement, du sort, de la condition des musulmans et des Arabes de France, ouais. Ringo. Moi, ce que j'ai ressenti en lisant, c'est que forcément, on est après les événements pour le jeune garçon qu'est Naël. Et toi, en tant qu'arabe, du coup, c'est ce que tu as voulu écrire aussi. Mais en lisant, j'ai eu quand même le ressenti que c'est comme tu prends la parole pour les opprimés aussi. Donc, comme tu dis, c'est les non-blancs, les racisés, et ça peut être n'importe qui en France. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti comme une pression ou comme un espèce de devoir de ton côté ? Alors, tu sais, ce sentiment d'identification, en fait, en réalité, il n'est pas personnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Naël donc, est mort le 27 juin 2023, le matin, à 8h30, vraiment sur la journée. Alors moi qui suis un peu dans les milieux militants, dans les groupes de parents d'élèves, etc., il s'est vraiment passé un truc très particulier. Des violences policières, il y en a en France, des crimes policiers, c'est pas le premier mort en fait. Mais là, vraiment, moi j'ai senti que chez les parents et les mères en particulier, il y avait un truc vraiment singulier, quoi. C'est cette identification, c'est Naël Merzouk, mais ça pourrait être mon gosse.
Ouais. Et pour les plus jeunes, moi, j'ai ce sentiment aussi. C'est que les garçons plus jeunes, donc typiquement Ali, qui a 10 ans, il y a aussi certainement un processus d'identification. C'est Naël, il est habillé d'une certaine manière, avec un certain style, quoi, un certain survêt, des marques particulières, une coupe de cheveux. Même son pyjama. Bah oui, même son pyjama. Et avec une culture aussi particulière, justement une culture manga, jeux vidéo, etc., qui fait que, bah oui, un gosse un tout petit peu plus jeune, la question c'est quelle perspective d'avenir, en fait, quand il voit sur une vidéo comme ça, sur ses réseaux sociaux, qu'en fait, voilà, un garçon à peine plus âgé peut être comme ça exécuté d'une balle dans la journée, et quelques jours après, voir une cagnotte carrément qui est organisée pour 1 million d'euros versés au tueur, quoi, au meurtrier, puisqu'il va être jugé pour meurtre, le policier en question. Donc voilà, donc je pense que c'est pas un sentiment personnel. J'ai vraiment voulu traduire en fait une angoisse générale de la part de ces parents-là, en fait, de ces enfants-là, face voilà, à l'avenir, quoi. Voilà, quel est notre destin dans ce pays? Voilà, c'est un peu la question. Nice. Tu parlais d'avenir. En fait, le petit Ali, il voit ce genre de jeunes hommes de 16-15 ans comme ses grands. Il s'identifie forcément. Et tu parlais d'avenir. Moi, ce qui m'a frappé vraiment dans ton livre, c'est ce rapport à l'école, ce rapport à la cage. Alors que normalement, quand tu grandis peut-être dans un milieu où t'as déjà l'impression d'être dans une peut-être cage, mis de côté par rapport à la société, t'es censé trouver un peu un échappatoire, une liberté, peut-être à l'école, et au final, ça devient une cage. Et on le ressent par rapport à la directrice d'école qui dit à la mère, non, n'inscrivez pas votre enfant ici, comme si c'était une cage d'abandon. Est-ce que c'est un peu ça que tu as voulu exprimer Ouais, carrément. Alors là encore, en fait, il y a une observation presque sociologique, en fait. C'est le fameux contournement de la carte scolaire. C'est-à-dire que t'as, dans les quartiers populaires, dans les villes populaires, tu as quand même un sport national qui consiste à éviter l'école de secteur. Quand ces écoles sont fréquentées par les classes populaires, par les enfants noirs, arabes, etc. C'est de se dire vraiment, je ne veux pas sacrifier mon gosse, je ne vais pas le mettre dans cette école, je vais essayer de l'inscrire à Paris. Ouais, il y a cette... vraiment ce mot... Et on n'est pas loin en réalité, parce que c'est vrai que ce sont des écoles qui sont sous-dotées financièrement, il y a très peu de moyens, les profs ne sont pas remplacés, on connaît, je veux dire, ce n'est pas un scoop que de dire ça concernant ces écoles-là. Tous les parents en France, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, dans les quartiers populaires ou pavillonnaires, ils savent bien voilà, quel est le sort en fait, de leurs enfants là-dedans. Donc il y a une sorte de sport national comme ça qui consiste à éviter l'école. On n'en parle pas aux enfants et on a l'impression que de leur répéter mais on croit en vous, on croit en votre avenir, vous allez y arriver, etc. Quand on veut, on peut, etc. On pense qu'en fait on va pouvoir leur mettre la douille. Mais ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que même si ces enfants-là, ils n'ont pas nos mots à nous sociologiques pour dire les choses, ils vont pas parler de contournement de la carte scolaire, donc ils vont pas avoir ce champ lexical technique, mais ils savent très bien, ils savent distinguer quelqu'un qui croit en eux et quelqu'un qui ne croit pas en eux. Ils savent bien, en fait, quand on leur dit « mais oui, tu as un avenir », ils savent bien, voilà, que si on ne leur donne pas les conditions, en fait, pour, je sais pas, ne serait-ce que rêver à un métier type, je sais pas, astronaute, médecin, etc., bah, ça veut dire qu'on n'y croit pas, en fait. Et qu'en fait, c'est une impasse, c'est une prison. Et ça ne permet pas d'avoir l'ambition de ça, même ne serait-ce que de l'avoir. Et ça, je sais qu'un enfant très jeune, il sent ça. Alors, il n'a pas forcément les mots pour le dire, mais on peut pas les avoir, en fait. On ne peut pas les berner là-dessus. Ça, c'est certain. Ringo. Je trouve que ton livre, comme Ali, il est extrêmement important et j'aimerais bien avoir ton avis du coup sur 2 films qui sont sortis ces dernières années qui traitent aussi de cette violence dans les banlieues. Je pense notamment aux Misérables de Lajli qui est sorti en 2019 et Athéna de Romain Gavras qui traite de 2 façons très différentes. Comment toi, est-ce que déjà tu as regardé ces films-là et comment tu as ressenti les 2 façons d'être traitées? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Et après, forcément, qu'est-ce que tu penses de la récupération politique de ces films-là aussi? Alors, je les mets pas dans le même panier, ces 2 films que j'ai vus effectivement. Alors, celui de Lajli, Les Misérables, alors c'est marrant parce que j'ai dessiné ce personnage, Ali. Alors, évidemment, je me suis inspirée aussi des enfants voilà, qui ressemblent à Ali de mon entourage. Mais j'ai pensé à Gavroche, qui, donc, c'est un personnage historique, Gavroche, chez Victor Hugo, Les Misérables, qui est mort sur les barricades et qui est mort à l'âge de 10-11 ans, justement. Donc, voilà, l'âge de Ali dans Comme Ali. Donc, vraiment, c'est voilà, ce personnage héroïque, en fait, qui part comme ça dans une quête un peu, dans une épopée. Gavroche, voilà, ressemble à ce personnage comme Ali. Encore une fois, je l'avais en tête. Lajli, je trouve qu'il a plutôt bien traité la colère en fait qui peut exister dans les banlieues. Alors ce que je peux critiquer, parce qu'il y a quand même des choses voilà qui n'allaient pas dans Les Misérables, c'est la focale sur les 3 policiers un peu héroïsés. En tout cas, on a l'impression que ces policiers sont eux-mêmes victimes en fait d'un système. Il a une manière
manière excellente. C'est un génie pour moi, Ladjli. C'est un très grand réalisateur. Il a une manière comme ça de les filmer, de tourner autour d'eux et de donner l'impression comme ça qu'ils sont pris en tenaille, dans des contraintes, qu'ils sont presque opprimés en fait. Il y a vraiment un sentiment d'étouffement en les regardant. Et j'ai eu l'impression, moi, que c'est comme s'il leur permettait en fait de se mettre au même niveau que des gosses qui sont eux réellement emmurés, qui sont réellement mis sous contrainte d'une police qui est armée avec des armes militaires. Quoi. Voilà ce que j'ai pu reprocher moi à Ladjli, même si encore une fois, je trouve qu'il a bien traité quand même cette colère des banlieues et puis la perte de sens et d'avenir chez la jeunesse des banlieues. Athéna, c'est autre chose quand même. Voilà, Athéna, c'est quand même assez catastrophique sur l'esthétisation, mais presque la folklorisation en fait de la violence, Bon, il y a quelque chose comme ça d'assez superficiel qui est... Voilà, il n'y a pas, je trouve, moi, de profondeur, en fait. Ouais, c'est pas profond. Ouais. Pas profond, on ne comprend pas bien, en fait. On a l'impression comme ça, presque d'une génération spontanée, un peu sauvage, qui n'a pas forcément de repères, pas de culture aussi. Je trouve qu'elle en est assez dénuée, la génération Athéna. Donc voilà, donc pour moi, ce n'est pas la même chose, même si c'est le même objet. Et puis alors, pour ce qui concerne la récupération, je ne sais pas de quelle récupération tu parles. Bah, je parle notamment, il me semble que c'était à Cannes, où tu avais, je crois que c'est Athéna qui est présenté ou Les Misérables, je ne sais plus exactement, un film qui traitait de ce genre de choses. Et, je crois que c'est Les Misérables qui était à Cannes. C'est Les Misérables, ouais. Bah, du coup, voilà, c'est Ah, quoi que non, peut-être c'était Bac Nord. Non, c'était Bac Nord, c'était encore autre chose du coup. Ah oui, c'est encore autre chose. C'était pas à Cannes, Bac Nord. Non, mais il y avait une présentation dans un festival et un journaliste qui pose une question. Les Misérables ont eu le César du meilleur film déjà, Les Misérables. Ladjli, il a eu le César du meilleur film, il a eu plein de prix. Franchement, mérité, parce que c'est vraiment un grand réalisateur. Il a d'ailleurs fait un autre film juste après qui s'appelle Bâtiment 5, qui est super. Alors le pauvre, il est arrivé après le 7 octobre 2023, donc c'est vraiment passé sous les radars. Mais c'est un super film, je le conseille, Bâtiment 5. Mais du coup, quand je parle de récupération politique, c'est forcément... Il me semble que c'était Bac Nord, mais peu importe le film dont on parle, c'est qu'il va toujours y avoir ces fameux médias qu'on ne nommera pas, qui vont prendre justement le parti de la police et dire, vous voyez, eux aussi, ils souffrent, etc. Et du coup, moi, ça me fait me questionner, est-ce que tu n'aurais pas peur, même si tu peux rien y faire forcément, que ton livre soit ensuite repris, récupéré politiquement pour le détourner, etc. et pour inverser le problème en fait, alors que tu le dis bien noir sur blanc que le problème est la peur de l'autre, la peur des Arabes, la peur des musulmans, la peur des non-blancs, etc. en France. Est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie un peu? Ah, pas du tout. Franchement, je pense pas qu'en plus là pour le coup, comme Ali, je vois pas trop comment il pourrait être récupéré. Je crois qu'il est irrécupérable en fait. À la différence. Tu penses, d'accord, ils sont tellement vicieux qu'ils vont aller chercher le moment. Justement, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, irrécupérable. J'aimerais revenir rapidement sur le livre, sur Comme Ali, puisque sa descente entre guillemets aux enfers, si on peut dire, c'est quand il rallume le feu que les pompiers essayent d'éteindre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une métaphore là-dedans. Peut-être que j'ai mal compris, attention, mais que on est parfois son propre pompier pyromane, et que au final, une action peut changer complètement toute ta vie. Et on sent que par derrière, en fait, c'est plus du tout un enfant, Ali. C'était cette action, la métaphore du livre? Alors c'est déjà tout le symbole du feu, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que, alors, il y a des catégories de population en France qui, quand elles sont en colère, quand elles sont revendicatives et vindicatives, tu vois, vont déverser du fumier devant le ministère de l'Agriculture, typiquement les agriculteurs. Voilà. Eux, c'est leur manière de s'exprimer, ils vont mettre du fumier, et ça pue, etc. Bon, et dans les quartiers populaires, quand on tue les gosses, et donc c'est le cas 2023, mais c'était le cas en 2005 après la mort de Zied Benna et Bouna Traoré, qui sont aussi morts dans le cadre d'une intervention policière, en fait c'est le feu. Voilà, on brûle. Alors on brûle la voiture du voisin, ça c'était plutôt 2005. En 2023, on va brûler dans les centres-villes, donc il y a une évolution quand même sur l'objet de l'incendie. Et donc il y a vraiment le feu comme symbole de la colère, mais aussi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, comme un hommage en fait. C'est une forme d'hommage, c'est ça qui gêne Ali quand il voit arriver les pompiers. Je pense que c'est ce qui gêne dans les quartiers populaires par rapport aux pompiers, c'est de voir en fait des gens venir interrompre l'hommage à un mort. C'est-à-dire qu'on met le feu pour dire voilà, c'est pas acceptable ce qui s'est passé. On peut pas abattre comme ça un gosse sous prétexte qu'il a pas de permis ou des histoires comme ça. Et donc on allume le feu et il y a des gens qui viennent interrompre. Et donc voilà, c'est tout le symbole du feu. Et quand tu disais Ali, c'est déjà plus un enfant. C'est un héros en fait. C'est ni enfant ni pas enfant. En fait, c'est un héros et il va lui arriver ce qui arrive au héros quoi. Une quête avec des rebondissements. Il sort de ce statut d'enfant effectivement. Diff.
Oui, très admiratif dans ta dextérité. Moi, Face, il m'a vendu le livre en disant Ali, il est inspiré de Luffy de One Piece, tu vois. Donc, je valide totalement. Là, c'est plus Ace, hein, sa façon de mettre le feu. Oui, mais c'est vrai que la manière dont il saute et tout, un peu caoutchouc, un peu. C'est vrai qu'il y a du Luffy. Mais là où moi ça m'impacte, c'est que au début de mon adolescence, c'est là que sort le film La Haine. Bien sûr. Un film qui représentait vraiment la réalité des banlieues à tout point. La galère, quand tu vas à Paname, quand il n'y a plus de train, tu restes, tu vois, il n'y a pas de moyen de prendre un Uber, ça n'existait pas. Tu vois. Et puis 10 ans après, il y a l'affaire de Zied et Bouna. Toute la France brûle. Moi-même, mon quartier qui était plutôt calme brûle aussi. Et ensuite, il y a 2-3 ans, il y a encore l'affaire Naël qui fait encore brûler. Et en fait, c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Il y aura encore une autre enflammade. Espérer que non, mais... Ouais, ou espérer que oui. Enfin, moi j'assume de dire que... Je parlais sur les morts, là. Ah non, oui, non. C'est pour ça que je parlais sur les morts. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Non, moi je parle de l'incendie. Enfin, parce que en réalité, quand tu dis la haine, il y a le côté victime. On est victime d'un système, etc. Bon, c'est ce qui est déjà pas mal. Ça permet au moins de conscientiser en fait, des discriminations, une oppression qu'on subit. Là, moi, ce que j'ai essayé d'amener, c'est la réaction en fait à l'oppression et la résistance et l'espoir aussi et les perspectives. Pour moi, le commissariat qui brûle, au nom de C'est pour toi Naël, c'est mon honneur aussi qui est sauvé en fait. Je me dis, voilà, on se laisse pas faire. Parce que ce qui s'est passé, c'est inacceptable, il faut marquer le coup. Il faut montrer qu'en fait, on n'est pas d'accord et on veut pas que ça se reproduise, on veut pas qu'il y ait d'autres morts, quoi. Et ça, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut amener et qu'il faut montrer de manière... positive. Macron à l'époque, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu parlé de Zelda dans le livre, enfin des jeux vidéo dans le livre. Macron avait dit, en regardant comme ça la France brûlée, comme tu dis, avait dit mais ça c'est la faute aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà, pour lui c'était pas parce qu'on avait tué un gosse, c'est les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Et je dis ouais c'est vrai, vas-y c'est parti, allez Zelda. Parce que il y a quelque chose comme ça de très positif dans les jeux vidéo. Enfin on s'en sort, il n'y a pas tous les jeux vidéo, mais il y a quelque chose où on n'est pas dans la sidération, on n'est pas dans l'impuissance en fait. Et c'est ça aussi quand ça brûle en réalité. Donc effectivement, ça part toujours d'un mort et voilà, et on est triste de ça. Mais en même temps, il faut aussi se rendre compte qu'on ne se laisse pas faire en fait. Et on essaie de faire des choses et on essaie de... Voilà, donc... c'est particulier de prendre les points positifs d'une enflammade pareille. Mais il faut les dire, parce que ces gamins-là, ils avaient besoin de se faire entendre. Et moi-même, j'étais surpris de tant d'organisation, même si c'était négatif, mais une solidarité absolue, ça fait quand même plaisir un peu. Alors, il y a eu 2000 condamnations. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a eu plus de condamnations sur 6 jours d'émeute que sur 1 an et demi de Gilets jaunes. Donc les Gilets jaunes qui sont venus, qui voulaient prendre les Champs-Élysées et tout, ils ont eu moins de condamnations que des gosses qui ont été soupçonnés de vol d'une paire de Nike, quoi. Donc voilà, donc derrière, moi c'est pour ça que j'encourage pas. Moi je constate en fait. Je vais pas aller dire à des gosses, allez-y, allez tout cramer et tout, ça serait complètement irresponsable. Mais par contre, quand je vois des incendies, je constate qu'il y a une réaction, il y a une colère qui s'exprime. Et oui, ça, au moins il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Nice. Tu parlais d'héroïsme, après tu as parlé de valeurs à défendre au final, et tu as parlé de Zelda. Moi je voulais revenir un peu sur Zelda parce qu'au début, moi quand j'ai commencé à le lire, j'avais l'impression d'entendre un jeune adolescent en fait parler. Et c'est vrai qu'on a tendance à infantiliser beaucoup les enfants alors qu'ils savent s'exprimer, ils ont leurs pensées, leurs valeurs qu'ils veulent défendre. Et à travers Zelda, quand on voit qu'il veut avoir ce jeu, il redevient un peu une sorte d'enfant et c'est son moment, il va en parler avec ses copains, etc. Et tout au long de l'histoire, en fait, Zelda, ça va l'accompagner et il va devenir le héros de son histoire, d'une histoire parce qu'il a une vie d'adulte au final. Il est confronté à beaucoup d'événements qu'un adulte, même un adulte aurait du mal à confronter chaque jour. Donc ce Zelda, cette épée qu'il va découvrir, ce dragon de feu, etc. C'est un petit peu une façon de l'accompagner, de devenir le héros dans cette vie d'adulte finalement. Ouais. Alors c'est marrant que tu aies vu les choses comme ça parce que moi je les ai écrites ces choses presque à l'inverse. Moi c'était le plaisir que moi j'avais
aller dans un univers enfantin, en fait. Beaucoup plus manichéen que l'univers d'adulte, tu vois, où les choses sont toujours plus complexes, plus subtiles. En tout cas, on nous demande d'être toujours plus complexes et plus subtils et de pas être comme ça sur du blanc, du noir. Là, l'univers enfantin, et notamment l'univers de certains jeux vidéo et des mangas, c'est un univers assez manichéen, en fait. Le bon, le méchant, le juste, l'injuste, le bien, le mal. Enfin, il y a un truc comme ça très... très, très, très simple en fait, et c'est ce que permet en fait cette trame autour de Zelda et du jeu vidéo. Oui, alors il y a pas longtemps en fait, j'ai organisé comme ça. Enfin, j'ai été invitée à une conférence comme ça avec des psys qui parlait de Comme Ali, notamment parce que moi je m'appuie beaucoup sur la pensée fanonienne, Frantz Fanon, qui, lorsqu'il décrit l'Algérien en Algérie, sous époque coloniale, en fait le décrit comme un personnage de jeu vidéo ou de manga, c'est-à-dire un personnage qui se tient droit en journée et qui rase les murs, qui regarde le sol, qui fait pas d'histoire et qui devient tout à coup un super-héros la nuit, qui nage, comme dans le livre, quoi, qui nage alors qu'il sait pas nager, qui grimpe, qui saute d'immeuble en immeuble, etc. Et pour Frantz Fanon, c'est toute la condition de l'indigène. C'est la journée, il se tient carreau, et la nuit, il rêve de violence, il rêve de tout casser, etc., etc. Moi, je voulais en fait du Fanon dans le livre. Et oui, donc il y a cette... comment dire, il y a à l'occasion de cette conférence, il y a ce psy qui me dit, en me lisant, en fait, que c'est comme si moi, en tant que maman, adulte, quoi, j'avais voulu donner à un enfant, qui pourrait être le mien, une super vie. Voilà, tu vas voir, tu vas kiffer. Tu as une nuit, et ben elle va être super, quoi. Tu vas pouvoir faire plein de choses. Alors ta vie, peut-être qu'elle sera pas super longue, malheureusement, étant donné ce que t'es, ta couleur de peau, comme on est tout à l'heure, ta religion d'islam. Mais en tout cas, voilà, ta vie, elle va être bien. En tout cas, sur ce que tu vas, ce que tu vas avoir comme aventure, etc. Ouais, c'est peut-être ce que j'ai ressenti du coup à travers ma lecture. Bah oui, forcément. Le côté. Je peux rêver, j'ai le droit de rêver et ça va m'accompagner, ça va m'aider à accepter tous les traumatismes qui vont me suivre en fait. Mais pour l'enfant ou pour la maman ? Je dirais plus pour l'enfant. Pour l'enfant. Franchement, pour la maman. Parce que, pour la maman aussi. Ouais, parce que tu vois, on est à un moment quand même où... Bon, il y a quand même beaucoup de sidération. Ouais. On est quand même à un moment, une sorte de tunnel, quoi, où tu vois, il y a du fascisme partout, Donald Trump, le RN, pardon de sortir des réalités politiques pas super enthousiasmantes, mais bon, on n'est pas dans une super période, pleine d'espoir, etc. Et ouais, pour moi, encore une fois, le fait d'aller dans ces univers-là, et de plus en plus avec l'âge, enfin, je crois que plus je vieillis, en fait, et plus je vais sur ces univers un peu, justement, héroïques, épiques, ça permet en fait d'avoir des champs des possibles qui s'ouvrent, la possibilité de prendre un sabre, de trancher la tête du méchant. Courage, en fait. Ouais, un truc où tout est possible en fait, et où il peut y avoir un super renversement avec le bien triomphe à la fin. Voilà. Ringo. Ah, merci. Désolée. Non, mais c'était passionnant de vous écouter. Dans Comme Ali, la chose la plus bouleversante, voire j'irais même jusqu'à dire choquante, c'est quand même forcément c'est l'âge d'Ali. Donc il a 10 ans. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment le vol, voire la destruction de l'innocence. Parce que tu le dis, t'es maman. Je suis pas maman, mais je suis tata. C'est tout aussi bien. J'ai les avantages, je les ai pas le soir. Voilà, je les rends à leurs parents. Mais du coup, ils ont 7 et 6 ans. Et du coup, quand je lis, forcément, je les ai vus. Et ça me détruit le cœur de m'imaginer un petit garçon de 10 ans à qui on vole son innocence. Parce que c'est pas normal qu'un enfant aille brûler, même si... Comme tu disais, c'est une bonne cause, une bonne cause, on s'entend, mais un enfant n'a pas à faire ça. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti en tant que mère d'écrire ça ? Parce que j'imagine que tu n'étais pas en mode « Yes, il va faire ça, il va faire ça ». Comment tu as ressenti ça, le fait que toi-même, en tant qu'autrice, t'arraches cette innocence à un enfant et il ne sera plus du tout le même. Il va grandir bien trop vite pour son âge, il va avoir des choses qu'il ne devrait pas voir. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Les enfants qui ont 9-10 ans, qui ont des iPhones et qui voient le meurtre de Naël sur les réseaux, c'est pas normal normalement. Comment toi, tu l'as ressenti en tant que maman ? Non, avec toute cette ambiguïté, en fait. C'est un enfant qui, effectivement, n'est pas traité comme un enfant, mais en même temps, lui-même en joue, en fait. Lui-même, il fait le bonhomme. Et lui-même, il y a ce truc un petit peu viriliste, parce qu'il répète cette idée que un arabe n'est pas un enfant, un arabe, c'est un arabe. Il le dit un peu plus tard, mais il le dit de manière beaucoup plus fière, quoi. Il en fait vraiment une sorte de dignité. Donc voilà, moi, je suis ambiguë par rapport à ça, en fait. Bon, c'est évidemment, je préférais que nos enfants puissent avoir leur petite vie d'enfant,
enfants tranquilles, etc., qui puissent vivre dans l'insouciance, dans l'innocence. Mais en même temps, quand on voit ce qui se passe dans les écoles, mais aussi dans les rues avec la police, et puis ce qui nous arrive là avec l'extrême droite, voilà, c'est ça, hein, c'est la réalité, il faut le dire, qui est le premier parti de France aujourd'hui, avec Jordan Bardella, pardon encore, hein, de sortir des blagues comme ça, mais bon, qui est en tête des intentions de vote, etc. On est obligé de dire à nos enfants, mais voilà, la vie, elle est difficile, il faut faire attention avant de sortir, il faut avoir ses papiers sur soi, etc. etc. Donc voilà, c'est un truc ambigu, ça dépend pas que de nous, et on peut y voir de la beauté en tout cas. Il y a une forme de beauté là-dedans. Fatima, on va parler un petit peu manga. Ouais. Juste avant, un dernier truc sur le livre, pour faire un peu une transition un peu, entre guillemets, good vibe, c'est que le livre commence sur du Alain Souchon. Ouais, carrément. Ouais, ça tombe bien. Hein. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai. Voilà, juste pour te dire que j'ai commencé par chanter sur ton livre. Ouais, voilà. C'était le but. Bon, ça a marché. Va voir ta gueule à la récré. Oui, ça. Ouais, exact. Tarte ta gueule à la récré. C'est de l'argot de l'époque. Du coup, je sais que tu es une grande fan de One Piece, parce que j'ai vu un talk auquel tu as participé, c'était il y a 2 ans, je crois, où on parlait de One Piece, et donc j'ai appris que ton personnage préféré, c'était Ace. Ouais, absolument. Du coup, pourquoi déjà 2 choses, pourquoi One Piece et pourquoi Ace? Alors, pourquoi One Piece ? Ça fait longtemps, One Piece. Je ne sais pas si je pourrais l'expliquer, en fait. Voilà, je suis un petit peu... Comment tu le découvres ? Ouais, un peu par hasard. Il y a longtemps, hein, parce que je suis suffisamment vieille pour avoir regardé ça et avoir lu ça dès le début. Un peu par hasard. Et puis, je me suis très, très vite attachée au côté très pittoresque, plein de personnages, plein de couleurs, très drôle aussi. Moi, vraiment, j'ai des fous rires sur One Piece. Hein, et oui, et puis, quête d'émancipation, de libération, le souffle, la piraterie, enfin tout ça correspond à d'autres univers que j'ai par ailleurs. Est-ce que tu as fait un livre alors du coup, je me suis appuyée sur cet amour que j'ai pour Luffy, pour tout son petit équipage, pour Ace effectivement, pour Sabo, etc. Je me suis appuyée sur ça pour dire en fait quels seraient nos imaginaires d'émancipation, et notamment dans le champ de l'écologie. Voilà, où quand on vient, souvent on vient avec des référents autour de la question climatique, de la question qui sont pas forcément nos référents à nous qui vivons dans les quartiers populaires, à nous qui sommes racistes, etc. Là, tout à coup, One Piece, je savais que ça allait parler à des gens comme moi, des gens qui avons grandi dans les quartiers populaires, etc. Donc, effectivement, j'en ai fait un truc. Et puis, alors, pourquoi Ace ? Alors, moi, vraiment, quand on regarde un peu ce que j'écris, le feu est quand même souvent là. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des raisons. C'est que, vraiment, pour moi, c'est le symbole pour beaucoup d'entre nous d'une colère, en fait, et d'une solidarité. Et puis, j'avoue que j'étais un peu pyromane quand j'étais petite, et j'allais on y vient. J'allais comme ça brûler les voitures et tous les poupées et tout dans le cellier. Dans le cellier. Oui, dans le cellier. C'est-à-dire que tu as une voiture dans le cellier. J'avais des petites voitures, puis je faisais des expériences, quoi. Je brûlais les pieds de mes petites voitures. Mais oui, bien sûr. Oui, mais je suis en train de me rendre compte, il y avait un truc. J'avais pas précisé. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, je n'ai jamais brûlé de voiture de ma vie, de vraie voiture de ma vie. Ça fait des gros celliers, quand même. Je t'en prie, pardon, Fatima. Le garage. Non, juste des petites voitures, effectivement, et puis des Barbies. Et puis Ace, pourquoi Ace ? Il y a vraiment c'est un personnage qui me touche beaucoup dans son côté tragique, en fait. J'aime bien ces personnages-là, en fait, qui ont un destin comme ça, injuste, tragique. Moi, je trouve qu'il représente bien, en fait, le petit frère. Il se trouve que j'ai 4 petits frères. Vraiment, cette peur depuis le plus jeune âge, en fait, qu'il leur arrive un truc. Et en même temps, tu vois, tu les vois sortir, et tu vois qu'il leur arrive, enfin, qu'ils ont plein d'aventures et tout, que t'as pas forcément toi en tant que fille, quand on était gamin. Mais donc, il y a cette crainte, et en même temps, voilà, il y a une admiration, en fait, pour ce côté aventurier. Il y a pas longtemps, dans Yata, on avait eu un petit débat sur la mort de Ace. Mais vous spoilez complètement. La mort de Ace, c'était il y a 20 ans. Il y a peut-être des gens qui veulent s'y mettre. Il y a prescription, il y a carrément une génération qui est passée depuis. 2 générations. Du coup, on est en train de parler, et c'est principalement moi qui l'ai dit. Je disais que moi, ça m'a pas fait grand-chose, parce que Ace, on le connaît surtout par la suite. Comment est-ce que toi, tu l'as prise Non, moi j'ai pleuré. Moi, On est 2. Ouais, je comprends. J'ai fait un arrêt, je crois, un arrêt maladie, un truc comme ça. Non, moi ça m'a. Un hommage derrière ma tablette de Ace. C'était dur. Non, je comprends pas comment t'as pas pu être effondré. Parce que c'était court, mais en fait, il y avait tout le potentiel
du personnage que tu voyais. En fait, il y avait une attente. Mais toi, tu l'aimais déjà à ce moment-là ou c'est par les flashbacks? Ah non, c'est dès le début. Enfin, il y a un potentiel. Tu te dis, ce personnage-là, il va lui arriver plein de trucs et il va s'étoffer, il va... Voilà. Et en fait, ça s'arrête de manière justement tragique, quoi. Et c'est... Ah non, c'est... Parce que même si tu t'en fous de Ace, à travers... J'ai pas dit je m'en fous de Ace. Attends. Même si tu t'en foutais... Non, j'ouvre un multivers. Ah oui, d'accord, ok. Même si tu t'en foutais de Ace, à travers la peine de Luffy, t'es obligé d'être effondré. Regarde, moi, à cette époque-là, il y avait ma sœur qui était en séjour chez moi. Elle me dit, oh, toi et tes mangas, là, tu vois. Et puis moi, je regarde, et puis quand Ace, il meurt, là, et elle voit la peine de Luffy, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mais moi, je l'ai ressenti, la peine de Luffy. Elle était anti-manga. Elle me dit, mais pourquoi il pleure comme ça? Elle-même, elle était touchée de ouf. Comment toi, tu fais pour pas Alors, il y a deux choses. Il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est-à-dire que, bon, je suis obligé de te le dire, Fatima, il y a que Div qui le savait et Face, notre producteur, qui le savait. Tu n'es pas sensible. Alors déjà, j'ai enlevé mon cœur. Non, si je suis un grand fan de R&B, donc je suis sensible. Oui, t'es un romantique. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai mis du temps à vraiment me lancer dans One Piece. Et ce qui se passe, c'est que j'ai été spoilé par la mort de Ace quand je suis parti au Japon et que j'ai fait le musée One Piece qui était en haut de la Tokyo Tower. Toi aussi, quelle idée. Oui, mais moi je savais pas. Et j'arrive, en fait, c'est une grande fresque chronologique. Et j'arrive à un moment, je dis oh mais je l'ai vu qu'une fois sur sa petite barque et c'est comme ça déjà. Donc en fait, quand tu l'avais vu à Alabasta et tu l'avais pas encore revu. Non, je l'ai vu. En plus, je l'ai vu quand il s'arrête en bateau, qu'il monte sur le bateau des Mugiwara. Moi, je suis Ace, tout va bien. Et puis après, il meurt. Je dis ok. Et donc voilà, on a l'explication là. Oui, mais après, en réfléchissant, je me dis je comprends que les gens, ça leur fait quelque chose, mais on l'a vu 3 fois. Alors qu'on revienne dessus, c'est pour ça que je te parlais des flashbacks, qu'on revienne dessus sur les flashbacks, et ben je le sens en fait. Par la suite, ah ouais, ça c'est incroyable. Mais sur le coup, moi ça m'impacte. Après, peut-être que je suis vraiment pas sensible, c'est possible. Alors, parce que moi j'avais participé un peu à ce débat. Déjà, je pense que ce qui peut toucher, tu avais parlé de destin. Mais en fait, on s'attend à un grand destin pour lui, puis d'un coup tout s'arrête, comme pour n'importe quel être humain sur Terre finalement. Donc je pense que c'est très touchant de ce point de vue-là. Mais il y a aussi, je l'avais dit pendant le débat la dernière fois, on s'attache à Ace, même si on ne le voit pas, à travers l'amour de Luffy. Absolument. Tout simplement. C'est à travers l'admiration et l'amour de Luffy et peut-être la rivalité aussi qu'il y a entre ces deux faux frères. Voilà, c'est à travers ça et on est triste presque plus pour Luffy que pour la mort de Ace. Ah ben voilà, pour Luffy. C'est une vérité. Fatima, il faut que tu saches quelque chose. C'est-à-dire que après Oda, la personne qui s'y connaît le mieux en One Piece, c'est Ringo. Ah, ce n'est pas moi. Non, toi t'es 3. Ringo, du coup. Moi, la mort d'Ace, j'étais au bout de ma vie. Voilà, c'était un 15 février que le chapitre est sorti. Ah, tu t'en souviens? Bien sûr. Ah oui, donc on parle de chapitres là, même pas d'animé. Bien sûr. Chapitre 575 si je me trompe pas. Mais bon, la mort d'Ace, moi, ça m'a bouleversée. Je suis pas allée en cours pendant plusieurs jours. C'est vrai? Ouais, pour premier degré. Je suis sûr que c'était vrai. Oui, bien sûr que c'est vrai. C'est comme celle de Roshinante, je suis pas allée en cours pendant une semaine, je pouvais pas. C'était au-dessus de mes forces. Chapitre 700, voilà. Bon, bref. Mais du coup, moi, la mort d'Ace, ça m'a... Dis pas tous les morts, parce que Ace, on peut, mais là... Dans chaque chapitre aussi, donc moi, ça m'a forcément extrêmement touchée. Je peux comprendre que ça t'ait pas touchée parce que effectivement, comme tu dis, tu l'as vu une seule fois, puis tu t'es fait spoil. Mais je pense que ce qui nous a encore plus impacté, nous 4, c'est que on est quand même en plein Marineford. Enfin, on est à la fin de Marineford. Il s'est passé plein de choses avant. Parce que quand même, l'arc Ace, c'est pas juste sa mort qui est là, point. Ça démarre déjà au moment où Luffy est à Amazon Lily avec les Kuja, du coup, avec Boa. Et là, il apprend que son frère va se faire tuer. Donc, en fait, de là jusqu'à sa mort, en fait, on essaye, on a un espoir qu'il aille le sauver. C'est vrai. Donc, c'est la fin d'Amazon Lily. Ensuite, c'est une pull down où il essaie d'aller récupérer. J'adore cet arc-là. J'adore cet arc. Magellan est exceptionnel et Hannibal aussi. Mais du coup, il va le chercher, il retrouve Baggy, c'est encore long, etc. Puis il arrive à Marineford, il arrive d'en haut, incroyable, tous ces trucs-là. Puis il y a Barbe Blanche, forcément. Il y a tous ces trucs-là. Dofla aussi. Il y a Doflamingo, il y a Crocodile, il y a vraiment tout le monde. Il y a Marco qui se donne à mort pour essayer de sauver tout le monde, qui a été un meilleur personnage que Jinbei. Je déteste Jinbei. Donc il a été contre les trois amiraux Marco. Il y a eu Oz, il y a eu tellement de choses. Et là, tout ça pour rien en fait. Et ça te détruit parce que la réaction de Luffy est impactante. En fait, tu t'es accroché pendant 3 arcs à dire on va aller le sauver. Au final, non, on va pas le sauver. Il est mort. Puis après, cerise sur le gâteau, t'as Barbe Blanche qui y passe aussi. Enfin, c'est vraiment un arc. Ça m'a plus impacté.
Bah, je peux comprendre parce que sa mort est plus. Ouais, non, Barbe Blanche. Il est debout, mise en elle est scène. plus. Voilà, c'est une mise en scène Puis beaucoup juste, plus je belle. pardonne mon fils, quoi. Oui, c'est quand En même plus, quelque chose. Il y a En le plus, sacrifice il aussi. meurt juste parce que Sakazuki lui a dit je peux te dire que je plains ta mère. Et puis, qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Et puis, Attends, Non, ça me sur rappelle un son- film, sur- ça, sur dis son donc. père, C'est monsieur. Boys in the Hood, ça? Non, c'est Menace to Society, ça. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que t'as cette pression depuis 3 arcs. Et là, elle retombe, et en fait, c'est les larmes qui coulent, c'est que t'en peux plus, etc. Et je trouve que ça va encore plus loin ensuite quand Luffy s'éclate la tête sur le sol à Ouais. dire il a pas pu, pas pu Ouais, sauver son non. frère, mais au final, c'est Nakama. Et après, quand t'as le flashback quand ils sont petits, alors là, moi, on m'a perdu. Des torrents de larmes, je me suis touché avec mes larmes à la fin, c'est bon, c'était trop. donc, on C'est va... bien, c'est écologique, ça. Bah, bien sûr que oui. donc, on voit Hubert, même si t'as pas pleuré, t'avais un peu de morve. J'avais un peu de morve parce que Parce qu'il était malade. Je vous l'ai T'as dit. reniflé. C'était en février, c'est pour ça. Bah oui. Fatima, à part One Piece, quels sont les mangas que t'aimes particulièrement? Franchement, les classiques. Moi, je suis pas. C'est pas moi qui vais aller Dragon dénicher les Ball. petits trucs. Sache qu'on aime les ouais, classiques. non, Attends, c'est la c'est des base, classiques, c'est Dragon pas Ball pour Z. rien. Dragon Ball, ouais. Hunter x Hunter, que j'ai découvert il y a pas longtemps. En fait, La chance. j'ai pas découvert, mais j'ai lu il y a pas longtemps. En fait, Oh, la chance. J'étais jamais entrée T'es dedans. en train et de puis, tout refaire là? Ouais. Oh, c'est ouais. magnifique. Magnifique, Ouais, ouais. ouais. Bravo. Hunter x Je Hunter, t'envie. c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Ça passe vraiment. T'es à Niveau quel d'au-dessus. arc là? Moi, je me suis arrêtée après j'avoue là aussi, petit choc dans ma vie, après la mort du roi. Ouais, donc je suis. La ouais, fourmi chimère. ouais. Ah, d'accord, ok. Donc c'est. Mais en Ouais, vrai, non, je tu- suis. En vrai, il te reste pas Ouais. beaucoup. hein. Ouais, Ouais, ouais. C'est l'année dernière. Voilà, j'ai découvert l'année. Enfin, je suis entrée dedans l'année dernière. Je connaissais, Ok. mais je suis entrée dedans l'année dernière. Sinon, l'Attaque des Titans. Après, il y a des animés. Alors là, je suis en train de passer côté manga avec Frieren. Oui, alors grande, je suis officieusement représentante, on va dire. Officieusement représentante de Frieren en France. Et j'adore ce que tu me dis là. En animé ou en manga du coup? Alors, j'ai commencé en animé. Ok. Et je suis mariée à quelqu'un qui est ultra fan aussi, Ok. et qui a les mangas à la maison. Et je vais passer côté manga et ouais, j'adore. C'est Il y a un truc en vraiment, particulier que tu aimes? Ouais, c'est le personnage de Frieren déjà, la poésie, la profondeur philosophique des personnages, le rapport au temps, le rapport à l'amitié. J'ai juste peur là, parce que j'ai pas fini, j'ai juste peur qu'il y ait une sorte d'amour entre Frieren et Himmel. Rassure-moi, c'est pas ça, c'est de l'amitié pure ou ça va partir sur un truc histoire L'amour d'amour. entre Frieren et Himmel, c'est quand même quelque chose qui est central, hein. Qui va devenir, ça va. J'ai pas envie d'en Faut dire pas, trop, d'accord, ok. mais N'en dis pas trop. N'en Ok. dis pas trop, mais c'est quand Après, même. Fatima va plus le lire et tout. Non, laisse- Non, c'est parce qu'en fait, je trouverais ça dommage que ça parte sur quelque chose de plus classique, quoi. Là, je trouve que la camaraderie, justement, moi j'aime Ouais. bien la camaraderie dans les mangas. Je trouve qu'il y a vraiment, y compris entre hommes-femmes. C'est très ambigu, c'est très ambigu là. C'est surtout le fait que Frieren, elle se rende pas compte de beaucoup de choses parce qu'elle a une vie tellement longue Oui, bien sûr. qu'elle vit pas au présent. Quand nous, êtres humains à petite vie, Ah ouais. on vit au présent et c'est cette chose-là qu'elle moins remarque. de 1% de sa vie à Ouais, chaque fois. exactement, elle c'est le ça dit. qui- Ouais. Non, c'est super, Frieren. Fatima, un grand merci à toi. Merci Merci. à vous. Tu Merci pour reviens votre accueil. Quand tu veux pour parler encore merci plus de beaucoup, manga. trop bien. C'est quoi, dès que t'as fini Cowboy Bebop et Bah Samurai ouais, Champloo, franchement, ça va être mes devoirs. Ouais. Ah bah, Et je reviens dès que c'est fini. comme ça on Ouais. parle musique aussi pour Ah, ces deux-là, ok, parce ça que c'est marche. extraordinaire. Je rappelle que Comme Ali est disponible et c'est très important d'aller le lire. Ça va vous toucher, vous allez voir que vous soyez musulman ou pas. Oui. Un grand plaisir. Un grand merci à toi ma chère Nice. Mais merci les gars. Un grand merci à toi Ringo. Merci, Un super grand merci émission. à- Bravo. Merci à Maël, à Luna, à Juliette, à Face et à Shahid. Et évidemment, comme toujours, un grand merci à vous qui nous écoutez à la radio et qui vous nous regardez sur le Twitch de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Yeah. Ringo va être contente, on risque de parler de Devil May Cry, la série animée. Donc Ça restez va bien péter. calés sur Move. Ciao. Yeah.